Dernièrement, j'avais publié une vidéo sur la chaîne YouTube que vous retrouverez dans la playlist débutant comme d'habitude, qui vous permettait, en tant que débutant, de mieux comprendre et appréhender les notions complexes qu'on peut retrouver dans le domaine des crypto-monnaies et notamment le vocabulaire très spécifique de cet écosystème. Donc cette vidéo, je crois qu'elle s'intitulait Vocabulaire pour les débutants, le vocabulaire de base à maîtriser. Donc encore une fois, vous la retrouverez dans la playlist débutant comme d'habitude. Et il y a certaines notions que j'avais pu évoquer et d'autres que je n'avais pas eu l'occasion d'évoquer dans cette vidéo. Et parmi les notions que je n'avais pas pu évoquer dans cette vidéo, on va retrouver les notions notamment de fork que je vais essayer d'approfondir justement dans ce contenu que je suis en train de vous faire pour vous permettre d'aller plus loin, parce que parmi les notions de base à maîtriser, les forks, ça reste vraiment un point central et crucial. Vous le savez, la crypto-monnaie, c'est un écosystème qui évolue très régulièrement. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des blockchains qui mettent à jour justement leur écosystème très régulièrement. Et donc, les mises à jour, c'est ce qu'on appelle justement des forks en anglais. Et donc, il va y avoir différents types de forks. Il va y avoir les soft forks et les hard forks. Et dans cette vidéo, je vais vraiment me focaliser là-dessus parce que en fonction de la blockchain à laquelle vous allez être confronté à un soft fork, ça ne va pas du tout impliquer les mêmes notions et les mêmes fondements que d'être confronté à un hard fork. Donc je vais essayer de vous expliquer tout ça de la meilleure manière possible, la manière la plus simple possible, pour que vous puissiez déjà comprendre le fonctionnement des forks, différencier les deux, les soft forks et les hard forks, et enfin ce que ça va pouvoir impliquer vous en tant qu'investisseur si vous investissez durablement dans le domaine des crypto-monnaies, et si à un moment donné vous êtes confronté à un hard fork, de savoir ce qu'il va falloir que vous fassiez pour pouvoir vous protéger efficacement. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute crypto-monnaie aujourd'hui fonctionne grâce à un protocole, c'est-à-dire grâce à un ensemble de règles de communication permettant d'arriver à un accord de manière décentralisée. Les règles composant ce protocole sont appelées les règles de consensus. Donc quand on parle d'accord dans le domaine des crypto-monnaies de manière décentralisée, c'est vraiment ce qu'on appelle les règles de consensus. Dans le cas d'une blockchain, elles servent à définir la validité des transactions et des blocs. Si ces règles doivent rester constantes à court terme, elles peuvent également changer sur la durée. C'est ici qu'interviennent les hard forks et les soft forks. Donc, ce qu'on appelle un fork, tout simplement, c'est une mise à jour. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais il faut comprendre vraiment la différence entre les deux. Et je vais vous donner quelques exemples et quelques définitions par la suite entre les hard forks et les soft forks, parce qu'à chaque fois, ça va pas non plus impliquer la même chose. Mais ce qu'on appelle en fait tout simplement un fork, c'est juste un changement, l'apport d'une mise à jour. Et donc, soit on va avoir une mise à jour qui va être rétrocompatible avec la blockchain existante ou celle en tout cas qui fonctionne aujourd'hui, soit elle ne va pas être rétrocompatible et du coup c'est ce qu'on va appeler un hard fork. Donc un hard fork, c'est un embranchement de la chaîne de blocs causé par une divergence des règles de consensus avec une modification non rétrocompatible du protocole. On a généralement deux branches, l'une suivant les anciennes règles et l'autre suivant les nouvelles règles. Donc c'est ce que j'ai mis là à l'écran. On a au départ les anciennes règles qui sont justement ici avec, je donnerai quelques exemples par la suite, mais les anciennes règles on va dire de consensus. Et lorsqu'on a un hard fork, mais ceux qui souhaitent continuer l'ancienne règle, ils peuvent décider de le faire et auquel cas ça va être un projet qui va avancer de lui-même, mais s'il y a des nouvelles mises à jour qui arrivent, ils ne pourront pas les implémenter de nouveau. Ça a été le cas par exemple avec Bitcoin et Bitcoin Cash. Là, la débat qu'il y a pu avoir et le gros débat qu'il y a pu avoir entre les deux, c'est de se dire nous, on veut avoir la capacité de pouvoir avoir des transactions qui soient plus faibles et des transactions qui soient également aussi plus rapides. Donc, il y avait l'équipe de Bitcoin Cash qui voulait augmenter la taille des blocs et l'équipe de Bitcoin Core, le Bitcoin qu'on connaît aujourd'hui, a décidé de rester sur la taille des blocs de 1 mégabyte. Et du coup, on a eu ce qu'on appelle un hard fork. Donc, on a deux blockchains aujourd'hui qui fonctionnent l'une indépendamment l'une de l'autre. Et donc, toutes les mises à jour qu'on a pu avoir sur Bitcoin n'ont pas pu être implémentées sur Bitcoin Cash parce qu'il n'y a aucune rétrocompatibilité d'une blockchain à une autre, vu que ça a été finalement un hard fork. Donc il existe plusieurs types de hard fork. Il y a des hard forks extensifs avec un élargissement des règles de consensus. Il y a un hard fork qu'on appelle aussi restrictif avec une diminution des règles de consensus. Et un hard fork contentieux lorsqu'une communauté est en profond désaccord sur les changements de règles à adopter. Donc j'ai donné quelques exemples à l'écran avec celui de Bitcoin et Bitcoin Cash sur la droite. Mais il y a également aussi toute la débâcle qu'on a pu retrouver sur Ethereum avec Ethereum classique et puis Ethereum qu'on connaît aujourd'hui. Ethereum et Ethereum
d'Ethereum classique. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'on a eu l'ICO d'Ethereum qui s'est lancé, donc la levée de fonds, et puis à un moment donné, ils ont lancé une application décentralisée qu'ils avaient appelée The DAO. Et en 2016, il y a eu un hack qui s'est effectué avec une grosse partie des fonds d'utilisateurs qui ont été volés. Et là, il y a eu deux écoles, deux groupes d'individus, avec principalement d'un côté les gros contributeurs du projet comme Vitalik, etc., qui ont décidé de dire nous, on va faire en sorte de trouver un moyen pour pouvoir rembourser les utilisateurs et invalider tous les coins qui avaient été volés par le hacker. Et de l'autre côté, la communauté d'Ethereum classique qui ont dit non, l'objectif de la crypto, c'est de faire en sorte d'avoir un code qui est roi, on ne doit pas faire confiance à une personne, et si aujourd'hui on peut se permettre de modifier le consensus ou de rembourser les utilisateurs, ça veut dire que derrière, ça peut poser des problèmes en termes de résistance à la censure, de décentralisation, etc. etc. Donc il n'y a pas eu d'accord, pour le coup, entre les deux communautés, c'est pour ça qu'on a eu deux blockchains différentes, la communauté elle s'est scindée en deux, d'un côté les principaux développeurs comme Vitalik et tout le reste, qui ont continué de développer du coup Ethereum et qui est aujourd'hui le leader sur la crypto, le marché crypto qui est aujourd'hui le top 2 à l'heure où je tourne cette vidéo, et puis la communauté d'Ethereum classique qui ont dit le code est roi, tant pis, les utilisateurs ont perdu leur argent, mais c'est comme ça, on ne doit pas modifier le code parce que ça fait partie vraiment du fondement même de la création et du développement du secteur des crypto-monnaies. Et donc vous voyez, des fois on peut trouver, on va dire, un accord, mais il y a plusieurs exemples, en tout cas dans la communauté crypto, pour lesquels ça n'a pas été le cas. Vous pouvez même aussi avoir des forks de forks. Par exemple, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec Bitcoin et Bitcoin Cash, c'était principalement sur la taille des blocs. Donc Bitcoin qui voulait garder une taille des blocs de 1 MB et puis Bitcoin Cash qui lui voulait augmenter, en tout cas la communauté qui souhaitait augmenter la taille des blocs. Donc ça, pour le coup, on a eu un hard fork. Et ensuite, il y a eu de nouveau un hard fork de Bitcoin Cash qui s'est scindé en deux communautés. Ceux qui voulaient rester du coup sur ce qui se passait sur Bitcoin Cash et ceux qui voulaient encore plus augmenter la taille des blocs. Et c'est de là où est né en fait l'autre projet qui s'appelle Bitcoin SV, donc Bitcoin Satoshi Vision, avec Craig Wright que vous connaissez aujourd'hui, avec toutes les problématiques qui est liée en fait à ce personnage. Donc voilà, c'est très complexe en fait comme sujet, il y a énormément d'exemples, mais j'ai essayé de synthétiser tout ça pour que vous puissiez vraiment comprendre les fondements et que vous ayez vraiment les idées principales en tête. Tout à l'heure, je vous ai parlé des hard forks qui n'offraient pas de rétrocompatibilité avec les nouvelles mises à jour. Avec le soft fork, justement, c'est l'inverse. Et donc un soft fork, c'est une modification qui va être rétrocompatible ou post-compatible à proprement parler des règles de consensus, dans le sens où les nœuds suivant les anciennes règles continuent de voir les blocs produits comme valides et restent donc connectés au réseau. Le soft fork est donc souvent préféré au hard fork pour mettre à niveau le protocole en raison de son caractère optionnel finalement pour les nœuds. Donc c'est pour ça que si on avait eu par exemple pour le cas de Bitcoin et Bitcoin Cash, admettons que ça avait pu être réglé par un soft fork, ça veut dire que toutes les mises à jour qu'on avait pu avoir par la suite sur le protocole mère de Bitcoin qu'on connaît aujourd'hui, Taproot, Segwit, etc., etc., et j'en parlerai un petit peu plus tard, tout ça en fait ça aurait pu être implémenté sur Bitcoin Cash. Malheureusement, donc le débat s'est terminé par un hard fork parce que pour la taille des blocs, on ne pouvait pas régler ça en soft fork, on était obligé de passer par un hard fork. Ça veut dire que toutes les mises à jour qu'on a aujourd'hui qui apparaîtront par la suite sur Bitcoin classique, pareil pour le Lightning Network, en fait tout ça c'est des choses qui ne sont pas disponibles et qui ne pourront pas être implémentées comme ça directement sur les hard forks, les anciens hard forks de la blockchain Bitcoin, comme Bitcoin Cash, Bitcoin SV, etc. etc. C'est aujourd'hui la méthode privilégiée pour améliorer le Bitcoin, le Bitcoin BTC avec le ticker BTC. Il faut savoir que pour les soft forks, il y a plusieurs manières pour pouvoir l'implémenter. Soit ça peut être activé finalement par les mineurs, soit par les utilisateurs, ceux qui détiennent finalement des nœuds, donc les validateurs sur Bitcoin. Et c'est ce que j'ai mis à l'écran. Donc soit ça peut apparaître par MASF, donc Miner Activated Soft Fork, soit par UASF, User Activated Soft Fork. C'est pas forcément très simple d'expliquer la différence principalement entre les deux et pourquoi on va choisir plutôt une option plutôt qu'une autre, mais sachez que en général, à chaque fois qu'il va y avoir un soft fork, il y a un débat qui est extrêmement long, c'est pas simple à choisir et ça fait l'objet quand même d'un très long débat en général dans la communauté Bitcoin pour choisir une option plutôt qu'une autre. Donc comme je l'évoquais un petit peu plus tôt, vu qu'on a une rétrocompatibilité en fait avec les soft forks, c'est-à-dire qu'au départ on va avoir les anciennes règles de consensus et puis à un moment donné on va mettre en place une mise à jour comme par exemple Taproot, Segwit ou d'autres mises à jour que j'évoquerai un petit peu plus tard. Et donc tous ceux qui ne veulent pas appliquer ces nouvelles règles, ils pourront plus en fait continuer d'utiliser la blockchain. Il n'y aura pas un
scindage avec deux blockchains différentes comme on a pu l'avoir avec Bitcoin et Bitcoin Cash, avec deux règles de consensus différents. Là, on sera obligé de suivre en fait les règles de consensus et les nouvelles règles. Donc les anciennes règles fonctionnent, mais il y aura également les nouvelles règles qu'il va falloir suivre pour pouvoir continuer d'utiliser correctement la blockchain. Donc c'est ce que j'ai mis tout simplement à l'écran. Donc il y a quelques exemples de soft fork qu'on peut retrouver sur Bitcoin. Il va par exemple y avoir SegWit, donc qui est une abréviation pour Segregated Witness, qui a pour but principal de corriger la malléabilité des transactions et augmenter la capacité transactionnelle du Bitcoin. Il y a eu également aussi Taproot, qui était un autre soft fork et qui avait pour objectif de permettre tout simplement aux transactions complexes d'être finalisées beaucoup plus rapidement en prenant moins de place sur un bloc. Ces transactions complexes qui demandent parfois plusieurs signatures pour pouvoir être effectuées sont désormais aussi indifférenciables des autres transactions sur la blockchain pour augmenter ou d'apporter un semblant de protection de la vie privée sur Bitcoin. Vous l'aurez compris, mais des forks, il y en a eu sur Bitcoin, mais il y en a également aussi eu plein sur Ethereum. Et là, je vous ai mis un site que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Vous pourrez avoir le listing de tous les forks qui sont apparus en fait sur Ethereum depuis le départ. Pour en citer quelques-uns, dernièrement, il y a eu par exemple toutes les mises à jour qu'on a pu avoir sur Ethereum avec Shanghai, Capella, également aussi la mise à jour London, Berlin sur 2021, etc., etc. Et sur ce site, du coup, vous allez avoir tout le listing de tous les forks qu'on a pu avoir depuis le début. Donc pour résumer, en fait, un fork, c'est tout simplement une mise à jour. Des mises à jour, il y en a plein dans la crypto. Soit ça va être une mise à jour qui va avoir une rétrocompatibilité sur la blockchain, soit une non-rétrocompatibilité. Si on est sur quelque chose de non rétrocompatible, bah du coup on est plutôt sur un hard fork, donc avec deux blockchains distinctes qui vont fonctionner avec des règles de consensus différents. Soit on va avoir une rétrocompatibilité, et là on va être plutôt sur un soft fork avec des mises à jour qui vont pouvoir être implémentées comme ça au fur et à mesure. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes sur un hard fork, bah du coup tous les jetons ou les coins que vous aviez sur une blockchain de base, ça va être dupliqué de l'autre côté. Par exemple, tous ceux qui avaient du Bitcoin avant qu'il y ait le scindage de la communauté entre Bitcoin et Bitcoin Cash, si vous aviez 100 Bitcoin avant le fork, au moment où il y a eu le scindage et le hard fork entre Bitcoin et Bitcoin Cash, si vous aviez 100 Bitcoin sur la blockchain de base, vous aviez 100 Bitcoin Cash du coup sur la seconde blockchain. Et au moment où il y a eu le hard fork entre Bitcoin Cash et Bitcoin SV, si vous aviez 100 Bitcoin Cash, bah vous aviez également aussi 100 Bitcoin SV de l'autre côté. Donc ça, c'est important de comprendre un peu comment tout ça fonctionne, parce que derrière, vous pouvez retrouver de l'argent en fait sur des blockchains après un hard fork, et ça serait quand même dommage de laisser cet argent-là dormir de l'autre côté, juste parce que vous ne saviez pas qu'il y en avait potentiellement sur une autre blockchain. Il y a également d'autres choses à savoir sur les hard forks. Si demain, il y a un hard fork qui arrive et que vous ne mettez pas à jour votre protocole, votre wallet, vous ne faites pas les changements de tokens comme il faut, vous pouvez avoir des tokens qui sont totalement invalidés sur une blockchain parce qu'il n'y a plus aucune rétrocompatibilité. Ça, j'en parlerai, je pense, un petit peu plus tard sur une autre vidéo, mais déjà au moins sur cette vidéo, vous avez le concept de base et vous comprenez maintenant les différences principales qui existent entre les hard forks et les soft forks. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai sorti dernièrement une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel Étudiant, dans laquelle je partage des informations sur tout ce qui touche de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière. Donc je parle d'entrepreneuriat, investissement, finances personnelles, etc. Sur cette chaîne, on va rester axé sur le secteur des crypto-monnaies, mais en tout cas, si vous vous intéressez à ces sujets-là, je vous invite à vous abonner à la seconde chaîne et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et également, pour tous ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former, on vous a préparé un programme de formation avec Mickaël de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre. Pareil, vous avez le lien dans la barre d'infos. Vous cliquez dessus, vous allez être redirigé sur une page. Là, vous pourrez vous créer un compte. Vous mettez votre adresse mail, vous mettez également aussi un mot de passe. Et ensuite, vous pourrez vous connecter à votre espace membre pour pouvoir suivre finalement la formation. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.